Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir l'Afrique, bonsoir le continent et salut à vous tous et toutes qui nous rejoignent à l'instant sur Canal 2 International. L'émission, c'est 90 minutes politiques. 90 minutes politiques, c'est le don commun, c'est le patrimoine national et international. Pendant longtemps, on nous a fait tourner le dos à la politique, à tort bien sûr, puisque la politique nous engage. C'est le mode d'administration des peuples, des hommes, des cités et du monde. Alors aujourd'hui, nous aurons le privilège d'aborder un triptyque. On va parler de diaspora, le retour, on va parler de l'intégration africaine, l'impossible intégration africaine au regard de l'actualité avec le virus Ebola, Boko Haram, des guerres et puis les guerres d'ego aussi. Et au-delà, on va parler aussi de l'entreprise, l'entrepreneuriat, l'emploi, le sous-emploi des jeunes Africains qui les poussent massivement à plonger dans les rives, dans les profondeurs abyssales des eaux du Canari, où chaque jour on dénombre des morts par milliers. Alors, dès qu'on a posé le thème, on a des invités de qualité. À Paris, Louis Kemayou sera depuis nos studios parisiens en direct sur Canal 2 International. À Yaoundé, Christian Eboulé de TV5 Monde sera avec nous, avec l'écrivain africain de l'année, Moutlon, première sortie télévisée. Et puis ici à Douala, j'ai le bonheur et le plaisir d'être avec deux grandes dames, et vous comprendrez pourquoi, deux grandes dames d'Afrique. Bernadette Benedetti, partie de Lyon pour Yaoundé, avec un projet, c'est de donner de l'emploi direct aux jeunes Africains. Bonsoir, Bénédicte. Ça va? Très bien. Super bien. Alors, vous, votre projet en clair, pour dire simplement, c'est que vous avez voulu donner de l'emploi, de la formation directe aux jeunes Africains. Tout à fait. Donc, alors, en créant un centre de formation professionnelle pour adultes qui se trouve à Yaoundé, et nous offrons des formations dans le secrétariat, donc assistant de direction, secrétaire de direction et agent administratif, français, anglais. Et on parlait tout à l'heure, vous avez parlé de Pasqua, qui vous... Raymond Barre. De Raymond Barre. Qu'est-ce qu'il disait, ce fameux Raymond Barre? Alors, Raymond Barre nous dit que la logique de l'emploi, c'est de devenir employeur pour redevenir employé de son propre emploi. Donc, il faut créer des emplois. Et donc, aujourd'hui, on constate que c'est le problème de l'emploi qui n'est pas un problème anodin dans nos sociétés, qui est un peu à l'origine des malaises de nos grands pays. Tout à fait. Beaucoup plus la formation, en fait. La formation. La formation. Les gens ne sont pas formés, donc on ne peut pas demander aux gens de fournir ce qu'ils n'ont pas. Donc c'est pour cette raison que moi je pense que le primordial serait de former d'abord les gens. On va y arriver, on va en parler tout à l'heure. Et puis à côté de moi, Marie-Colombe Godjou, c'est la grande dame de Mbolo le Gabon. C'est la télévision gabonaise qui nous salue aujourd'hui évidemment. Ce soir, cet après-midi, et nous saluons évidemment ce pays, amis et frères. Alors, Marie-Colombe, bonsoir et bienvenue au Cameroun. Bonsoir Marcel de Bissoc. Oui. Merci donc, l'accueil est très très chaleureuse de ma part pour le Cameroun. C'est la première fois que j'arrive et depuis une semaine bientôt, je suis bien accueillie, je me sens bien comme si j'étais chez moi au Gabon, que je salue d'ailleurs toute ma famille qui me regarde en ce moment, tous les amis, voilà. Canal 2 est beaucoup suivi au Gabon. Oui, effectivement, Canal 2 est beaucoup suivi. D'ailleurs, je le suis souvent. Canal 2, je suis même 90 minutes politique, Martial. Voilà. C'est un plaisir. Avec vous, on va essayer d'aborder beaucoup de thèmes. Vous êtes la promotrice d'un festival qui s'appelle Festidam. On va en parler. Et d'ailleurs, on aura le temps aussi de revenir sur votre production, Mbolo le Gabon. C'est sur Gabon Télévision. Mbolo le Gabon, que vous suivez d'ailleurs très bien. Tous les jours, pour ne pas dire tous les matins. Ok, merci. On met le cap sur Yaoundé. Christian Eboulé, habitué, consultant de choix et de qualité pour Canal 2. Vous êtes de passage au Cameroun et on ne se prive pas de vous avoir avec nous. Christian Eboulé, j'aimerais vous dire bonsoir et qu'est-ce que vous pensez de la première relance de Madame Benedetti qui parlait de la malformation ou le manque de formation? Si on peut entrer par là déjà.
Écoutez, d'abord, Martial, vous avez beaucoup de chance. Hein. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir à vos invités sur le plateau. Deux dames, deux merveilleuses dames, deux belles dames. Donc, vous avez beaucoup de chance. Nous sommes un peu jaloux ici à Yaoundé. Et écoutez, j'ai entendu ce que Madame Benedetti a dit de l'emploi. Évidemment, ce n'est qu'une initiative que l'on peut saluer, étant donné que l'emploi est une question primordiale, pas seulement au Cameroun, mais dans le monde entier, et notamment l'emploi des jeunes. À côté de vous, Moutlan, qui est l'écrivain, j'allais dire, de l'année en Afrique, puisqu'il a eu beaucoup de prix, est-ce qu'il peut nous dire, et évidemment, à côté ce soir, les motivations, les mobiles qui l'ont amené à écrire ce livre, et je pense que c'est un premier essai, et c'est une fierté africaine. Seul aujourd'hui, vous donnez la chance à tous nos téléspectateurs, à tous vos téléspectateurs, dans le monde entier évidemment, en plus on écoute Canal 2 dans le monde entier, de découvrir l'écrivain, à mon sens, écrivain africain de l'année, écrivain de l'année tout court, Mourun Long, auteur d'un livre que je vous ai apporté aujourd'hui, Martial, hein, Ceux qui sortent dans la nuit, livre merveilleux dont j'ai déjà parlé dans cette émission, et qui a obtenu le prix Kuruma cette année. Mourun Long va vous dire lui-même tout à l'heure de quoi parle ce livre, mais si j'avais quelques mots à vous dire à propos de cet ouvrage, c'est simplement que ce livre permet à chaque Camerounais, chaque Africain, de se réapproprier ses traditions, sa spiritualité, car aujourd'hui, c'est de ce côté-là, dans ces traditions, dans cette spiritualité, que nous pouvons puiser les éléments de notre épanouissement, voire les éléments de notre développement. Donc, Mourun Long, à lire absolument et sans modération. Alors, puisqu'il est à côté. On se dit que c'est un roman, c'est-à-dire une fiction. C'est quelque chose de totalement fantasmagorique, mais où j'ai essayé d'enfuir quelques préceptes et même des polémiques, des controverses, si vous voulez. C'est l'histoire d'un jeune homme de notre époque. Le roman est écrit en 2011, dont l'action part de 2011. Mais ce jeune homme va se retrouver téléporté dans son village, 3 siècles plus tôt. Ça veut dire qu'il va faire ce que j'ai appelé un voyage-retour. Vous voyez, dit comme ça n'a l'air de rien, mais imaginez, moi, quand je parle Bassa, je suis Bassa, avec ma maman, mon discours est fleuri de mots français par-ci, par-là, et nous trouvons ça normal. Absolument. Ce jeune homme-là, la première chose qu'il va rencontrer dans ce village, déjà, il faut qu'il puisse s'y infiltrer, ça veut dire espionner un peu pour voir comment les gens sont habillés, pour pouvoir avoir l'air de quelqu'un du cru, et quand il y sera, il va falloir dialoguer avec les gens qui parlent une langue qu'il n'a peut-être pas totalement assimilée, alors qu'il est Bassa comme mais un Bassa de 2011. Par rapport à ses ancêtres du XVIIIe siècle. Il va devoir causer avec eux. L'enjeu à ce niveau. Vous voyez que je n'ai pas encore parlé de sorcellerie, parce que les gens pensent que j'ai écrit un grimoire. Ce n'est pas un grimoire, c'est un roman divertissant, mais avec beaucoup de thèmes. Comme on va peut-être revenir là-dessus. Le gars, quand il est dans ce village, il faut qu'il puisse cohabiter. Et moi, je me pose la question, combien de temps mettra-t-il dans cet environnement avant que ces gens de 1707, qui lui ressemblent par la couleur de la peau, se rendent compte qu'en fait, il n'est pas de là. Il n'est pas de là. Ce monsieur est né 3 siècles plus tard. Est-ce qu'il sera démasqué? Mais à quel moment sera démasqué? Et quel sera son sort? Donc, il a fallu lui trouver une mission parce que vous vous doutez qu'il n'est pas allé faire du tourisme. Et bien entendu, bien voilà, entendu. donc en réalité, d'où la sorcellerie, qui est une ficelle pour faire ce voyage. Parce que mon but était de juxtaposer les deux époques de l'Afrique, celle que nous vivons, qui est acculturée avec ses avantages et ses inconvénients, et l'autre où les peuples étaient mus par les codes de leur seule tradition. Et lui, il y va, il a pour mission. En fait, il y a un cénacle de ce que j'ai appelé Ewusu, parce que le mot est plus mélodieux que celui qu'on utilise en Bassa. Absolument. Alors, il y a un cénacle d'Ewusu qui, fatigué, devrait toutes les nuits sur les cocotiers et autres, abus essentiellement destructeurs et répressifs, vont enfin se concerter pour dire, bon tiens, il faut qu'on agisse
sur la science qu'on essaie de trouver des choses profitables qui peuvent rendre notre science occulte, qui peuvent la transformer en enseignement viable. Vous voyez un peu. Et ils ont besoin de quelqu'un qui a un certain profil, parce que dans les trucs qu'ils ont conçus, ils ont appelé un truc le dégagement matériel. Ça veut dire qu'ils veulent trouver le moyen de bouger les objets par la pensée. Parce qu'il y a des gens, nous comme on est là, il y a des gens sans doute qui sont en train d'actionner leur télécommande dans la maison pour augmenter le volume. Absolument. Bon, si vous trouvez ça normal, tant mieux. Peut-être parce qu'on l'a fait à l'université, mais nos Oïboussou veulent trouver aussi le moyen d'enseigner leur science. Et pour le moment, ils ont besoin de s'appuyer sur quelques concepts. Mais voilà, ils sont butés parce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de dématérialiser les objets. D'où ils vont précipiter ce jeune homme, qui lui était venu là pour des questions de vengeance, parce qu'il y a l'une de ses petites sœurs qui avait perdu la vue sur un cocotier, vous savez, les choses de la nuit. Absolument. Et il fait donc irruption dans ce monde totalement inconnu. La première partie du roman, c'est pour un peu initier le lecteur lui-même au code du roman, pas peut-être de la vraie sorcellerie. C'est un roman, c'est pour ça que j'ai posé les bases, c'est un roman. Et quand il sera sur la route de sa vengeance, les Ewusu, desquels lui, il voulait se venger, vont lui confier une mission. Parce qu'en plus, il a des qualités. Il faut dire que c'est un jeune homme qui a des qualités, qui vit dans le 21e siècle et qui est totalement imprégné de son siècle. Hein. Voilà. Ce sera donc sa vie ou la mission. Où il accepte la mission, il meurt. Il offre l'avantage de pouvoir converser avec celui qu'on recherche en 1705. Parce qu'ils sont à la recherche d'un vieil Ewusu qui avait la possibilité de dématérialiser les objets. Donc, le roman... La petite intrigue du roman, c'est comment nous, c'est une sorte de test d'ancrage communautaire. Est-ce que vous survivrez dans votre propre village 3 siècles plus tôt avec vos ancêtres qui ne parlent pas français, qui ne comprennent pas vos djinns et tout ça, et que vous puissiez tenir, combien de temps vous allez tenir? Est-ce que vous serez démasqué? Quand vous serez démasqué, quel sera votre sort? Est-ce que le jeune homme reviendra? Reviendra-t-il avec l'objet? Remplira-t-il sa mission? Sa mission. Il a une mission très importante. Il faut ramener un secret très important qui se trouve chez ses ancêtres. Déterminant pour l'avenir de la science africaine. C'est du roman. Mais c'est peut-être... la voie du futur. Oui, qui sait. Et le message subliminal, c'est que si nous voulons avancer, on regarde dans nos richesses, les nôtres, qui ne sont pas celles que on nous a... Oui, les richesses matérielles, par exemple. Un coup d'œil dans notre passé, où foisonnent les richesses spirituelles et intellectuelles pour nous permettre, quand on se retrouve face à quelqu'un qui nous... On va revenir à vous. L'échange est sans doute passionnant. Hein, Marie-Colombe? Justement. On est plein dans la réalité africaine aujourd'hui. Justement, là, il allait très loin, il faut le dire, hein, parce que lorsqu'il parle de sciences occultes, je crois que c'est vraiment des recherches très, très, très poussées qu'il a eu à faire, et c'est très intéressant de chercher à le savoir, parce que c'est ce que nous vivons avec. Je pense que nous vivons avec, n'est-ce pas? Une question d'identité, finalement. Voilà. Si on est là aujourd'hui, c'est que l'homme africain se demande qui il est en 2014. C'est possible. Vous avez ce sentiment? C'est possible, oui. Retrouvons, lui, Kemayou, à Paris, pour essayer de revenir sur cette question de la diaspora, finalement, du retour impossible. Et qui a peur de la diaspora? C'est un thème qu'on a abordé la semaine dernière avec le professeur Tétani Eko et tous les autres invités qui étaient sur le plateau. Lui, Kemayou, bonsoir. Et chaleureusement, vous êtes accueilli dans nos studios parisiens. Et c'est un plaisir de vous retrouver, Louis Kemayou, vous qui êtes journaliste et président du Club africain de l'information. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai eu à suivre Motlon, que j'avais rencontré au Salon du Livre de Genève. Et c'était juste avant la remise de son prix. Et ça me fait beaucoup de plaisir de le retrouver sur le plateau de Canal 2. La problématique, elle est importante. Aujourd'hui, on a besoin d'être replongé dans notre identité, chacun. La mondialisation, c'est peut-être le rendez-vous du donner et du recevoir. Mais pour donner, il faut déjà avoir quelque chose à donner. C'est l'offre et la demande. Mais là, si on arrive sur le marché de l'offre et de la demande, les mains vides, forcément qu'on n'a rien à proposer. C'est pour ça que je voudrais une fois de plus saluer le talent de notre confrère Motlon et puis saluer tous les autres participants qui sont sur le plateau, qu'il s'agisse de Christian ou de Marie-Colombe et de Madame Nédé. Bonjour à tous. Bonjour.
Merci, Louis Kemayou. On vous retrouve dans quelques instants. Alors, pour lancer le débat, je ne sais pas, on a parlé, pour revenir à l'actualité, la diaspora, est-ce qu'elle peut rentrer? Vous faites partie de la diaspora, Madame Benedetti. Je pense. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on a peur de vous, on a peur du retour, ou comment doit-on aborder cette question en Afrique, dans tous les pays africains, hein, finalement? Bah, alors, le plus important, moi je suis peut-être en marge, hein, mais le plus important, ce n'est pas le regard de l'autre, mais c'est ce que nous ressentons. Alors, quand on a envie de rentrer, c'est un pas à franchir. Il ne faut pas se poser de questions. On était bien quelque part avant d'être quelque part. Si on a envie de rentrer, on rentre. Maintenant, rentrer pour amener quoi, comme il le disait tout à l'heure, Luc Kemayou, il faut peut-être amener un projet, parce que le tout n'est pas de partir, mais quand on revient comment? C'est peut-être le plus important. Et alors moi, ça m'écoeure d'entendre des gens qui disent moi je ne peux plus vivre au Cameroun, je ne peux plus vivre au Cameroun, mais en attendant, le Cameroun c'est notre pays, hein, c'est nous qui devons développer notre pays, ce n'est pas les autres. Donc voilà, moi je suis là, hein, je suis là. Mais on va revenir peut-être sur votre projet et les freins, et c'est peut-être aussi ça qui décourage souvent. Alors Marie-Colombe, on est tous des Africains, vous venez du Gabon. Est-ce que là-bas, vous avez aussi fait sans doute partie de la diaspora, est-ce que là-bas, on amène les gens qui sont partis à revenir? Est-ce qu'on a peur de... Est-ce qu'une fois revenus à Libreville ou dans le Wollentem ou dans la Nyanga, je ne sais pas, dans le Haut-Ogooué, est-ce qu'ils sont bien accueillis ou est-ce qu'ils se sentent finalement heureux? Qu'est-ce qu'on doit faire de notre diaspora? Bon, je crois que déjà, vous-même, vous êtes un modèle. Parce que je vous vois bien intégré, puisque vous étiez en France, vous avez travaillé là-bas un moment, vous avez été à la télévision, 3A Télé Sud en France, et puis voilà que vous revenez au Gabon, mais vous êtes dans la télévision nationale, ici, au niveau du Cameroun. Je crois que vous avez des projets et puis vous essayez de vous intégrer et d'aider les jeunes et apprendre ce que vous avez appris là-bas. Alors, donc, normalement, on ne devrait pas avoir peur parce que quand on va en France, on va en Europe, c'est pour aller apprendre et afin de ramener quelque chose au retour. Maintenant, si on reste, qu'est-ce qu'on fait alors? On ne sert pas l'État, on ne sert pas notre nation, on ne sert pas au développement de nos États, par exemple. Moi, je dis à ceux qui sont là-bas, de rentrer, de venir. Nous sommes là, puisque nous avons toujours quelque chose à faire. C'est sûr que vous aussi, quand vous serez là, mais vous aurez quelque chose à faire. Bon, je pense que c'est le fuite en avant, peut-être. Il faut venir et il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, on ne vous chassera pas non plus. Au contraire, parce que si vous restez là-bas longtemps, mais nous ici, quel sera votre apport? Qu'est-ce que vous aurez fait? Quelle sera votre histoire, par exemple? Parce que ce n'est pas tout de voir l'Afrique, votre Afrique, de l'extérieur, pour critiquer, pour dire oui, là-bas, ça ne va pas, je ne viens plus parce que là-bas, c'est comme ça. Mais qui viendra arranger ça? Vous êtes vraiment un maillon, je crois, un maillon, et on vous attend, généralement. C'est ce qu'on fait. Alors, Madame Benedetti, oui. C'est bien beau de demander aux gens de rentrer. Vous êtes rentré, hein, à titre personnel, vous avez monté une structure. Est-ce que au quotidien, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire? Est-ce que vous êtes accepté? Parce que ceux aussi qui sont souvent sur place sont réfractaires à toute idée de développement, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, moi je dis une chose, c'est facile nulle part. Le combat, c'est le combat. C'est trop facile de dire c'est plus difficile au Cameroun, comme si on voulait laisser entendre qu'ailleurs c'était beaucoup plus facile. Non, quand on est combattant, on combat, c'est tout. Rentrer au Cameroun, c'est une chose, vivre ailleurs, c'en est une autre. Mais quand on a une âme de combattant, on se lève le matin et on va à la guerre, c'est tout. Au niveau des démarches administratives, mais par exemple, est-ce que... partout. Il y a un problème au Cameroun qu'on ne peut pas refuter ici, c'est qu'il n'y a pas d'information, on ne sait pas où se retourner, mais il faut chercher l'information. C'est vrai qu'ailleurs, on sait qu'il y a des structures qui sont là, qui nous disent, voilà, tout le monde est aiguillonné, mais on ne peut pas demander au Cameroun de devenir comme les autres. Ça viendra, chaque chose vient avec son temps. Hein. Donc, il faut avoir le courage. Et d'ailleurs, qui doit faire changer ce pays? C'est peut-être vous, c'est peut-être nous. Ce n'est pas les autres. Si on attend toujours tout des autres, bon voilà, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Hein. Chacun à son niveau. Et puis,
Vous avez des gens qui se lèvent le matin, ils ne pensent même pas à se laver les dents. Qui doit leur demander de se laver les dents? C'est la présidence de la République? Non. Balayez devant votre porte. Hein. Tout le monde doit travailler. Oui, mais il faut peut-être une dynamique. Oui, Marie-Colombe. Non, non, je suis de même avis qu'elle. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Je crois que c'est très important de revenir souvent parce que l'Afrique a besoin de ses fils. Hein. Il faut éviter ce qu'on appelle... Est-ce que ce n'est pas trop facile aussi de le dire, alors que sur place, on sait bien que quand ils sont souvent de retour, ils ne sont pas écoutés, ils sont craints, ils sont... C'est vrai qu'il y a des problèmes. Banga parlait l'autre jour de jalousie. Oui, oui, justement, il y a des problèmes, c'est vrai. On ne trouve pas d'emploi tout de suite, on chôme. C'est vrai parce qu'on a ramené des diplômes et puis on ne trouve pas où vous caser, c'est vrai. Mais bon, moi je pense qu'on en parlera tout à l'heure sur l'initiative privée. C'est très important, l'initiative privée. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Il faut évoluer vers ça, je pense. Parce que s'il faut attendre l'administration, souvent, déjà ceux qui sont là, c'est ce problème. Et après, vous qui arrivez, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais il faut surmonter, il faut être décidé de le faire. Alors, on met le cap un peu sur Yaoundé. Christian Eboulé, vous êtes de TV5 Monde, et avec Moudlon à côté de vous. Est-ce qu'en 2 petites minutes, on peut avoir votre regard sur la diaspora? D'ailleurs, on a commencé le thème la semaine passée, avec beaucoup de délectation. Quel est votre regard? Quel est le mode d'emploi pour la diaspora? Et qui a peur de la diaspora? Chacun va parler. Alors, je voudrais préciser sur la lancée de ce que nous disions tout à l'heure avec Mouroun Long, que nos ancêtres avaient déjà cette tradition des déplacements et des migrations, et y compris sur des territoires parfois très vastes, ils se déplaçaient et c'était source de richesse. Ça permettait parfois de nouer des liens importants entre des peuples différents, et ces liens permettaient par exemple de vivre paisiblement avec ses voisins. Alors, si je reviens au titre du thème que vous avez choisi, à savoir qui a peur de la diaspora, je me dis qu'aujourd'hui, quelque part, nous devrions revenir à ces traditions de nos ancêtres pour apprendre à vivre les uns avec les autres. Nous avons aujourd'hui des pays qui ont hérité de frontières coloniales où des peuples ont parfois été divisés et vivent de part et d'autre de la frontière. Et ce n'est pas Marie-Colombe en plateau qui me démentira. Entre le Gabon et le Cameroun, par exemple, il y a des populations qui ont été divisées par ces frontières. Alors, votre thème fait plutôt référence à ceux qui quittent le Cameroun pour aller à l'extérieur, en France par exemple, où je vis. Mais je dois dire que quand on parle de diaspora, dans l'absolu, il s'agit de toutes les diasporas. Il y a une diaspora camerounaise importante au Gabon, par exemple. Et donc, qui a peur de la diaspora? Ça nous renvoie un petit peu au regard, parfois condescendant, qu'on a aujourd'hui sur ceux qui sont sortis, parce que parfois on considère que le courage consiste à vivre au Cameroun et que quelque part, il y aurait une sorte de traîtrise à la nation, une sorte de traîtrise au patriotisme lorsque on part, quelles que soient les raisons qui nous ont amenés à partir. Moi, aujourd'hui, je vis en France, mais comprenez bien que j'ai bénéficié d'une bourse pour aller en URSS, faire mes études, et à l'époque, l'héritage qui est le mien, c'est celui des années à Idio, où nous étions éduqués, élevés, comme le fer de lance de la nation, et le fait de partir, c'était l'expression même d'un patriotisme puissant qui nous mouvait. Nous avions une faim incroyable de connaissances. Pour quelle raison? Pour construire ce pays. Je n'ai jamais rêvé de vivre ailleurs qu'au Cameroun. Il se trouve que les circonstances de la vie m'ont amené à vivre en France. Est-ce que je représente aujourd'hui un danger pour quelqu'un? Moi, je pense que non. De la même manière, il n'y a aucune raison de penser que ceux qui vivent ici ou ceux qui ont fait
toutes leurs études ici et qui ne sont jamais sortis ont quelque chose de moins que ceux qui sont partis, notamment lorsqu'ils sont partis en Occident, c'est-à-dire en France, aux États-Unis, etc. Donc, pour répondre un petit peu à la question, je dirais que c'est un faux problème. Peut-être y a-t-il là, quelque part, des égos et des orgueils mal placés qui font qu'il y a des réalités, ne les nions pas. Nous connaissons chacun des hommes et des femmes qui, une fois rentrés au Cameroun, lorsqu'ils viennent de l'étranger, notamment des pays européens ou nord-américains, se retrouvent parfois à des postes importants, jalousés par d'autres, des collègues, parfois même la famille, simplement parce qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est des comportements regrettables, mais de l'autre côté, ne nions pas l'arrogance qui peut parfois animer ceux qui sont sortis du pays et qui reviennent se croyant supérieurs aux autres simplement parce qu'ils sont partis et ont obtenu des diplômes ou des qualifications à l'étranger. Donc, nous sommes tous des Camerounais. Il n'y a pas des Camerounais un peu plus importants que d'autres. Et cette question de la diaspora devrait être perçue comme une richesse, quelle que soit la diaspora, qu'elle soit dans les autres pays africains ou qu'elle soit en dehors de l'Afrique. La diaspora est d'abord une richesse, devrait d'abord être une richesse. Et je passe la parole à Mouroun Long pour vous répondre également à cette question de la diaspora qui, il me semble, est importante. Quand on parle de diaspora, généralement, on comprend ceux qui sont hors du Cameroun. Et moi, je vais même partir du petit village. Quand vous partez de votre petit village qui est à Ezeka ou bien à Lolodorf, que vous retrouvez à Yaoundé, vous représentez, quand vous avez réussi, l'élite qui revient développer le village. On bâtit sur vous beaucoup d'espoir, on compte sur vous. Vous savez. Et déjà s'insinuer dans le marché de l'emploi ou bien évoluer quand vous êtes parti de votre petit village. Vous n'êtes pas sorti du Cameroun, mais vous avez plein de problèmes. Déjà, ce n'est pas facile. Absolument. La diaspora a peut-être d'autres types de problèmes. Je ne suis pas bien placé pour parler au nom de la diaspora parce que moi, j'ai toujours vécu ici. Mais les problèmes qu'on a déjà ici, en tant que résidents, vous voyez un peu, ils ne sont pas minimisés. Et la diaspora les a donc multipliés par 5. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui est parti de chez lui, on ne peut pas empêcher que les gens bougent parce qu'on s'enrichit en bougeant, absolument, en voyageant. C'est-à-dire que ce melting pot-là, vous apportez, et d'où, quand je parlais de mon bouquin, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va apporter à ceux que nous allons rencontrer quand on bouge, les gens de la diaspora, et ce qu'ils gagnent là-bas, ils doivent venir. C'est-à-dire que quand vous avez fait en sorte que des gens aient des difficultés à revenir chez eux, quand ils sont africains, en l'occurrence, c'est pire que la traite négrière. Donc vraiment, je pense que les petites diasporas internes, les gens qui vont de leur village pour Yaoundé, il faut tenir compte que ce n'est pas un fait de Cameroun, hein, c'est quelque chose d'universel. Absolument. C'est-à-dire que se caser quelque part, ce n'est pas facile. Bâtir, faire des affaires, ce n'est pas donné. Quand on est dans son pays, qu'on n'est pas sorti, c'est déjà la croix et la bannière. Quand on est à l'extérieur, alors là, c'est la mort. Donc, je crois qu'il faut s'apaisantir sur le sujet. Il faut permettre aux gens d'avoir l'envie de revenir. Dernièrement, au gré de mes petits voyages, je n'ai pas beaucoup voyagé, mais j'étais quand même dernièrement en Autriche, j'ai rencontré 2 étudiantes camerounaises. Et on a causé. La difficulté de ces jeunes filles, et je crois qu'elles ne reviendront plus, c'est qu'à chaque fois qu'elles viennent en vacances, elles ont envie de rentrer parce qu'elles viennent prospecter. Elles viennent en vacances, mais elles viennent prospecter. Là-bas, elles ont terminé leurs études et elles gagnent quelque chose. Elles ont le moyen de comparer. Et quand elles viennent là, c'est qu'elles voient, allez, elles rentrent. Elles repartent. Et c'est nous les perdants. Absolument, c'est le Cameroun qui perd de beaux cerveaux. Donc vous voyez, Martial, la question est inépuisable. Justement, la question est inépuisable, certes, mais pour justement sortir de la question par la grande porte, allons à Paris retrouver Louis Kemayou qui va nous donner son approche et son avis. Après, effectivement, on va reparler de l'intégration africaine sous le prisme de l'Ebola, de Boko Haram et aussi des autres petites tensions et des querelles intestines inter-États. Toutes les frontières sont fermées en Afrique. Je ne sais plus s'il faudrait circuler dans la nuit, comme le dit Mourlon. Alors, Louis Kemayou, vous êtes sur Paris. Qu'est-ce qu'on va dire sur la diaspora et à quand votre propre retour à titre personnel? Peut-être le retour ésotérique, hein?
Ce qui est certain, c'est que, comme le rappelait Christian, la diaspora est une richesse. Elle n'est pas un danger. Je ne pense pas que je représente un danger pour qui que ce soit. Je ne pense pas que les autres Camerounais, on a une diaspora très importante, par exemple, au Nigeria. Je ne pense pas que ces Camerounais-là représentent un danger pour leur pays, encore moins pour le continent. Il me souvient qu'au niveau de l'Union africaine, une initiative avait été lancée pour considérer que la diaspora représentait la 6e région du continent. Laquelle diaspora, encore faut-il spécifier, parce qu'il y a l'immigration récente, il y a l'immigration encore plus lointaine de celle des Caraïbes, des personnes qui sont par exemple dans les Antilles françaises, les Antilles néerlandaises, anglaises ou en Jamaïque et ainsi de suite. Donc, toutes ces personnes-là constituent la diaspora pour l'Afrique. Alors, est-ce qu'il s'agit seulement pour les gens de la diaspora de préparer leur retour ou pour ceux qui sont sur place d'avoir peur de la diaspora? Je crois qu'il faut tous se mettre autour d'une table et dire qu'au niveau du continent africain, les pays n'abordent pas le problème de la même manière. Prenez l'exemple des pays africains de l'Ouest comme le Mali ou le Sénégal. Elles ont organisé le retour de leur diaspora. Vous prenez le Maroc, c'est à peu près la même situation. Il y a des mécanismes qui ont été prévus pour accompagner le retour à la fois économique, administratif, voire simplement le retour citoyen de leurs ressortissants qui sont à l'étranger. Certains le font en garantissant, par exemple, au niveau des banques, que l'on puisse ouvrir des comptes avec des devises ou alors avec la monnaie nationale. D'autres le font en acceptant simplement qu'il y ait cette multinationalité, parce que si on dit double, c'est comme si on n'en avait que 2, mais il peut arriver qu'on en ait plusieurs. Et au niveau de nos pays, ce sont des choses que l'on ne garantit pas. Par ailleurs, et ce n'est pas le dernier frein, quand on parle de la diaspora, rentrer, c'est rentrer victorieux. Quand on rentre, on est condamné au succès. Je veux dire, quand on part d'abord et qu'on est sur le point de rentrer, rentrer en ayant échoué n'est jamais une bonne chose. Ce qui contraint ceux qui sont partis quelque part à se dire, si je dois rentrer, je dois m'arranger pour que mon retour ne soit pas conçu, ne soit pas vécu par les miens et par les autres, voire par moi-même comme un échec. Et c'est à ce niveau-là qu'on a besoin de l'accompagnement, à la fois de l'administration et de la famille également. Donc, ne considérons pas simplement qu'il y a une menace, considérons qu'il y a un risque à prendre et que ce risque-là, il doit être assumé par tout le monde, à la fois par la diaspora, par l'administration et par les proches. Merci. Louis Camaillou, on vous retrouve dans quelques instants. Le débat est lancé. Alors, on a chacun dit un mot sur la diaspora, mais maintenant, j'aimerais qu'on passe à la phase concrète. Madame Benedetti, vous êtes rentrée, vous avez monté une structure comme l'AFPA en France, hein, enfin oui, peut-être à la plus petite échelle. L'AFPA, c'est un centre de formation professionnelle pour adultes. Mais pourquoi vous êtes orienté vers la formation? Pourquoi vous voulez former les gens? Ils sont mal formés, ils sont sous-formés, ou vous êtes fatigué de voir des jeunes vendre des prunes, des bananes à longueur de journée sur les têtes? Alors, moi, je suis arrivée en France, j'ai eu la chance de bénéficier d'une formation. En l'occurrence, c'était la formation d'assistant de direction bilingue à l'AFPA, justement. Et donc, à l'issue de cette formation, j'ai travaillé en tant qu'assistante de direction. Et je m'étais toujours dit, le jour où je décide de rentrer au Cameroun, je vais former des assistants de direction. Parce qu'il y en a qui sont en poste, qui ne savent même pas quels sont des assistants de direction. Il y a des secrétaires qui assument le rôle d'assistant de direction, mais qui ne savent pas quels sont des assistants de direction. Donc, il faudrait déjà pouvoir faire la différence entre une assistante de direction et une secrétaire. Parce qu'une assistante de direction, elle a au moins 2 secrétaires sous sa gouverne. Une secrétaire n'assume que des simples fonctions de secrétariat. Donc, alors, le souci aussi, c'est que je ne vais pas très souvent dans les administrations, mais en général, quand on y va, on se rend compte que les gens n'ont pas de formation. Les gens sont... Alors, est-ce que c'est eux qui ne veulent pas assimiler les formations qu'on leur donne? Ça, j'en suis pas très sûre. Mais on arrive quand même à voir une différence. Je ne cite pas les noms, je ne suis pas là pour faire la pub. Mais des fois, c'est bien de citer des exemples. Quand vous entrez, par exemple, chez Total, que les vendeuses vous disent bonjour juste à l'arrivée, ça fait chaud au cœur. Vous vous rendez compte que c'est quand même des personnes qui sont formées. Et ça, ce serait très important qu'on arrive à l'accueil d'une entreprise et que la personne qui est à l'accueil vous accueille, qu'elle puisse au moins vous orienter un minimum.
Et ce n'est pas ce qui se passe. Donc moi j'ai pris sur moi de former les gens pour leur apporter ce que moi j'ai appris, parce que j'estime que sans formation, on ne peut rien faire. Et si on est réfractaire à la formation, parce que ça arrive aussi parfois, et c'est un constat peut-être généralisé, mais on sent que le SBAM, c'est-à-dire le salut, bonjour, au revoir, merci, a disparu partout, dans les hôpitaux, les entreprises, et les gens ne savent plus être polis, les gens ne vous jettent même plus un regard, ni à l'hôpital, ni ailleurs. Est-ce que si le malaise n'est pas plus profond, au-delà de la simple formation, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Alors moi, je ne traite pas les problèmes que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas les traiter, je n'ai pas capacité pour. J'estime tout simplement que les gens ont besoin de formation. Et puis, même s'ils ne sont pas au courant, il faut susciter. Au centre, je fais passer des tests pour les formations parce que c'est des auto-formations. Donc, il faut un minimum requis pour l'entrée en formation. J'ai eu par exemple des gens qui avaient Bac plus 5 qui venaient passer et à l'issue des tests, on se rendait compte qu'ils n'avaient même pas le niveau élémentaire. Donc, il y a quand même un sérieux problème. Il faut former les gens. Pas remettre en cause. Mais moi, je remets rien du tout en cause, mais j'ai des preuves à l'appui. Je dis des Bac plus 5. Les tests que je fais passer au centre, c'est des tests exactement comme à l'AFPA, des tests psychotechniques qui sont au niveau élémentaire. Et vous avez des gens qui ont Bac plus 5 qui ne sont même pas capables de construire une phrase en français, sujet, verbe, complément. C'est grave. Mais ça veut dire qu'il y a un rôle politique sérieux Exactement. à la refondation de l'enseignement. Tout à fait, tout à fait. Je vais revenir à vous. Marie-Colombe Godiou, vous qui êtes, j'allais dire, une maman de cœur, une femme spirituelle, très axée sur les questions de développement. Votre festival, c'est Festidam. Et vous formez des femmes directement à l'auto-emploi. Et est-ce que c'est après vous, il n'y a rien? Après vous, c'est le déluge ou on vous accompagne, l'État vous accompagne? Est-ce que ça va s'arrêter? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas une action coercitive qui devrait amener à ce genre de projet? Il faut d'abord dire que je fais Festidam, c'est la 12e édition. Et donc, c'est la 12e édition cette année. Et donc, on a toujours eu à prendre un thème dans chaque année. D'abord, Festidam, c'est un festival qui rassemble les femmes qui évoluent dans tous les domaines de l'art. Et donc, on a commencé avec les artistes, on est parti, on a pris les stylistes, tout le monde, toutes les femmes, pour présenter le savoir-faire des femmes. Donc, c'est pourquoi il y a une foire qui ouvre donc ce festival, une grande foire, et à partir de là, les femmes exposent ce qu'elles savent faire. Alors, depuis l'année dernière, donc, on a pris un thème sur l'humanitaire, l'assistance aux enfants orphelins. On s'est rendu compte qu'on a recensé des enfants orphelins dans les bas quartiers. Et on a vu des enfants qui souffrent énormément parce que des familles qui s'occupent de ces enfants-là, les mamans, parfois des enfants orphelins parce que les mamans sont décédées et les parents prennent en charge ces enfants, mais ils n'ont rien, ils n'ont pas de soutien pour ces enfants. Donc voilà pourquoi cette année, lorsqu'on relance Festidam, on initie donc une formation à l'auto-emploi. Parce qu'on estime bien former, donner de la nourriture, vaut mieux apprendre à pêcher vaut mieux donner du poisson. Je crois apprendre à pêcher que de donner du poisson. Alors donc, voilà comment on a lancé ce festival, cette formation cette année. Au moins 90 femmes ont été formées à l'auto-emploi. Laissez-moi vous dire que c'est vraiment un boom, je peux dire. Parce que avec des partenaires, donc j'ai un partenaire au niveau du Bénin qui lui fait dans l'auto-emploi, qui est un formateur. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, vous voyez que les femmes de l'Afrique de l'Ouest, là-bas, elles se débrouillent bien. Elles apprennent à faire un peu de tout. Au Togo, on parle des fameuses Nana Benz, par exemple, qui sont des femmes de pointe et de poigne. Voilà. Donc là, les femmes, au niveau du Gabon, ont appris à faire beaucoup de choses pendant cette formation. En 20 jours, elles ont appris à fabriquer du savon, elles ont appris à fabriquer du pan teinté, elles ont appris à fabriquer vraiment dans des produits cosmétiques, dans le cosmétique et dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, elles sont autonomes, elles sont opérationnelles. Elles savent maintenant aujourd'hui, à partir de cette formation, fabriquer du savon liquide, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est ça apporte, c'est ce que nous, on a voulu apporter. On a voulu que notre festival soit très objectif, raison pour laquelle on l'a fait. Et donc, en plus de ça,
nous donnons des trophées aux femmes d'excellence. Des trophées, l'année dernière, on a donné un trophée à Mme Chantal Biya par le biais donc, de l'ambassadeur du Cameroun au Gabon. On a donné un trophée à Mme Marie-Madeleine Boranjo, la présidente de la Cour constitutionnelle. Cette année, on a donné à Mme Rose-Francine Rogombe qui a assuré l'intérim pendant 3 mois au niveau du Gabon. L'intérim au niveau, elle a été présidente de la République du Gabon. Vous voyez qu'on essaie d'encourager les femmes, à motiver les femmes, même si, vous voyez, elles sont là déjà élevées, mais elles ont besoin qu'on puisse toujours soutenir. Donc, de la petite à la plus grande, c'est notre festival, le Festival international des dames. On a le temps d'en reparler. Allons à Yaoundé retrouver Christian Eboulé et Mourlon avec la magie de la déportation, peut-être 230 km plus loin, hein, un voyage au-delà, pour poser cette question de l'entrepreneuriat. L'Afrique est le continent qui a le plus de jeunesse au monde et c'est le continent aussi qui utilise mal sa jeunesse. Il y a le sous-emploi. Ces jeunes, à longueur de journée, Bénédicte le disait, n'ont pas parfois de formation et en plus de ça, se sentent orphelins dans leur propre pays où il n'y a parfois pas de structure. Alors, quelle est votre lecture sur le sous-emploi, sur cette manne et cette force qu'on néglige et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a Mourlon qui est à côté de vous et il va prendre la parole à votre suite. Ce qu'il faudrait d'abord, c'est saluer les initiatives de Marie-Colombe et de Bénédicte parce que l'emploi féminin, et je reviens à ce que disait Marie-Colombe tout à l'heure, est peut-être encore la chose qui, en Afrique, au Cameroun, au Gabon singulièrement, est cruciale, je dirais. C'est vraiment une question importante. Vous savez qu'au Cameroun, par exemple, les chiffres qui datent de 2010 de l'Institut national de la statistique disent que 60% de la population active est au chômage. Or, dans 40 ans, la plupart des jeunes et même des moins jeunes dans ce pays vivront dans des villes. Donc, ça pose clairement la question du développement et même, je dirais, de l'émergence, puisque au Cameroun, le gouvernement et son président de la République, Paul Biya, ont lancé ce qu'on appelle l'émergence en 2035. Alors, au cœur de cette politique, il y a évidemment la politique de l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes et des femmes. Donc, il faut véritablement saluer des initiatives comme celle de Marie-Colombe au Gabon, et puis celle de Bénédicte qui permet, n'est-ce pas, à des populations qui parfois n'ont pas de formation, de pouvoir acquérir des compétences pour ensuite se lancer sur le marché de l'emploi. Le véritable problème concernant l'emploi, c'est qu'il faudrait, et ça, nous l'avons traité lors d'une précédente émission, à propos de l'émergence au Cameroun. Il faudrait que le tissu industriel dans ce pays s'étoffe un peu plus, que les projets structurants qui sont mis en œuvre, tels que le port de Kribi, soient des projets qui soient créateurs d'emplois. Parce que nous sommes une population jeune et que la jeunesse dans ce pays, si on ne fait rien, eh bien, elle se retrouve, par exemple, du côté de l'Afrique du Nord, à Ceuta et Melilla, à vouloir, par tous les moyens, non pas se téléporter, mais se porter vers les pays européens pour au moins trouver un emploi, quelles que soient les conditions dans lesquelles on les emploie. En l'occurrence, certains de ces immigrés clandestins se retrouvent dans des plantations, par exemple, des exploitations agricoles dans lesquelles les conditions de travail sont véritablement, ou en tout cas font penser à ce qu'on a connu à d'autres époques, à savoir le travail des Noirs dans les champs de coton pendant la traite négrière. Donc vraiment, c'est un problème primordial pour l'ensemble de l'Afrique et particulièrement pour le Cameroun ou le Gabon dont vient Marie-Colombe. Je voudrais finir par une chose. Nous parlions tout à l'heure de la diaspora. Eh bien, Louis Kemayou disait à Paris qu'au Mali, par exemple, ou au Sénégal, c'est une question qui est prise très au sérieux. Vous savez qu'au Mali, il existe, comme il l'a rappelé, un ministère des Maliens de l'extérieur. Pour une raison simple, c'est que
les Maliens, le gouvernement malien, les gouvernements successifs maliens ont compris la richesse que constitue la diaspora. Vous savez, même pour le Cameroun, les flux financiers générés par les diasporas, par toutes les diasporas camerounaises dans le monde, sont extrêmement importants. Et ces flux, à mon avis, aujourd'hui, participent déjà à la création de richesses, donc peut-être à l'emploi dans ce pays. Si on organise les choses, eh bien, il y a là probablement, en tous les cas, j'en suis convaincu, un gisement d'emploi possible, une manière de répondre à la question de l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes et des femmes. Et je passe la parole à Mouron Long pour vous donner son avis sur cette question cruciale. L'emploi, c'est un peu comme l'habitat. Même avec le meilleur gouvernement du monde, ça reste insuffisant. D'où la notion de auto-emploi. Les gens doivent avoir des idées et le courage qui va avec ces idées. Il faut prendre le risque. Il faut tomber 15 fois, mais se relever 16 fois. Il faut prendre le risque. Moi, par exemple, personne n'est entré dans ma chambre pour me prendre mon manuscrit et aller l'éditer en France. J'ai subi des lettres de refus pendant 15 ans. Et à la 16e année, j'ai trouvé un éditeur. C'est comme ça. C'est-à-dire que je fais un peu une analogie entre le monde de l'emploi et le milieu que je fréquente, un peu celui de l'édition. L'échec est après chaque tournant. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va plus écrire, qu'on ne va plus proposer nos manuscrits parce qu'on a un taux de rejet de 99% chez tous les éditeurs parisiens. Non. Il y va de l'édition comme de l'emploi, comme de l'habitat, malgré toute la bonne volonté qui peut être celle d'un gouvernement. Et d'ailleurs, il y a, je crois, Bénédicte qui l'a dit d'entrée de jeu, les gens ne vont pas venir balayer devant votre porte. Il faut tenter quelque chose. C'est pas parce qu'il y a le chômage qu'on ne doit rien faire. C'est un peu ce que je voulais dire. Alors, on retourne. Non, mais évidemment, avec cette pointe d'humour de l'écrivain, hein, Marie Colombe, il nous arrache un peu ce Mourlon. C'est une véritable révélation. Très pragmatique. Très pragmatique, très direct. Et très... Alors, mettons, on va le direct sur Paris. Alors, Louis Camaillou, aujourd'hui, vous êtes sur la place parisienne. Vous voyez les émeutes à Ferguson. Les Noirs représentent 13% de la population, mais 27% d'entre eux sont déjà, de la population américaine sont parmi les plus pauvres. Et c'est aussi les problèmes de sous-emploi et de chômage, comme parfois au Cameroun, parfois au Gabon, parfois au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et même à Paris dans les banlieues. Et c'est toujours la même population qui est souvent stigmatisée. Alors, quelle est votre lecture globale, vous qui êtes dans nos locaux à Paris ? Non, mais le fait est qu'aujourd'hui, l'emploi est un problème qui se pose non pas seulement aux Camerounais ou aux Africains, c'est un problème mondial. On est entré dans une période de crise importante, mais nous, cette crise-là, on la connaît depuis plusieurs années et les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international ou ceux qui vont avec la Banque mondiale ont fait que nous avons été plongés dans le bain de ce chômage-là beaucoup plus tôt que les autres pays. Et on n'est pas prêt d'en sortir parce qu'une fois qu'on en était sur le point de le faire, il y a la crise qui s'en est mêlée et malheureusement, si on attend que ce soit l'État qui continue d'employer, cela sera plutôt compliqué. Il faudra attendre longtemps. La seule chose que je peux dire et qui est dans la possibilité et qui est dans les cordes de nos gouvernements, c'est qu'ils devraient quand même songer à davantage industrialiser, davantage protéger la population en termes d'emploi. Quand nous signons par exemple des contrats pour avoir des investisseurs chinois, français, allemands, américains, je crois qu'il y a une clause qu'on devrait avoir qui permette d'utiliser un minimum d'employés camerounais dans les projets qui sont lancés. Sinon, malheureusement, je ne vois pas par quelle magie on pourrait résorber le problème du chômage dans nos pays si on attend que ce soit, par exemple, les Chinois qui viennent avec une population strictement chinoise travailler sur nos projets et que de l'autre côté, tous les autres partenaires qui viennent restent sur la même dynamique. De l'autre côté, sur les projets eux-mêmes, quand nous nous vantons d'être un pays
qui exporte beaucoup de produits bruts, je crois qu'il y a quand même un autre problème qui est celui de savoir pendant combien de temps on continuera d'exporter des produits bruts. Dans le secteur du bois, par exemple, une initiative a été menée à la fois par le Cameroun et par le Gabon qui consistait à dire n'exportez plus de bois brut. Ayez une pré-transformation. Ça, c'est valable pour le bois et ça fait beaucoup de bien déjà au secteur, mais il faudrait aller beaucoup plus loin, l'appliquer à d'autres secteurs, l'appliquer par exemple à celui du cacao, à celui du café, à celui de toutes nos industries, à la fois extractives et d'exportation de produits bruts, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Et la protection de son tissu économique national porte également, c'est une des prérogatives de l'État. En dernier lieu, et pour rester sur la protection des populations, je crois qu'il est important de se dire une chose qui est celle de dire nos États n'ont peut-être pas les moyens toujours de fournir de l'emploi directement, mais ils ont l'obligation de protéger les Camerounais de la concurrence illégale, de la protection du non-emploi par les partenaires qui arrivent au Cameroun pour se faire de l'argent dans l'économie camerounaise, ce qui est normal, hein, on ne peut pas le faire seul, mais également de tenir compte des compétences camerounaises en la matière. Je voudrais revenir sur un aspect qui n'est peut-être pas en lien direct avec notre sujet, mais quand on importe par exemple des produits agricoles, que ce soit du lait, que ce soit du chocolat, que ce soit du poulet simplement, et qu'on le fait entrer au Cameroun à des prix subventionnés la plupart du temps, qui font que non seulement nos producteurs ne peuvent pas continuer de vendre en faisant concurrence à ceux qui viennent de l'extérieur, mais que notre tissu économique national est menacé. Parce que ceux qui ne peuvent pas vendre, au bout d'un certain temps, sont obligés de fermer boutique. Et quand ils ferment boutique, c'est du sous-emploi, c'est du chômage qui est créé. Donc à ce niveau-là, je crois qu'il est important que l'État joue son rôle, qui est celui de protéger les citoyens et de leur fournir les moyens d'accéder à l'emploi, soit directement, soit par le biais du jeu législatif qui donne à l'État la capacité d'obliger certains à employer, ne serait-ce qu'à minima, un certain nombre de Camerounais. Merci. Louis Kemayou, on vous retrouve. Alors, Marie Colombe, vous vouliez non, je voulais ajouter simplement pour dire que il faut aussi des modèles. Que dans le cadre de notre festival, lorsqu'on a formé des femmes, on a invité une icône du stylisme international du Sénégal, Madame Douma Dieng, qui a écrit un livre sur les secrets d'une réussite. Parce que là, c'est une femme qui est partie, elle était secrétaire de direction, et puis après, elle a appris, entre-temps, pendant les heures creuses, elle allait faire de la couture à la maison, et puis aujourd'hui, finalement, elle est devenue grande styliste. Elle ne coud que pour les premières dames de l'Afrique, par exemple, ou même du monde au niveau international. Alors, elle a écrit un livre, et nous, on l'a invitée dans le cadre du festival pour venir partager son expérience, pour venir booster les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que le thème de notre festival, c'était l'entrepreneuriat féminin. Donc, les initiatives à soutenir, nous demandons simplement, comme a dit Kemayou tout à l'heure, le soutien de nos gouvernements pour ces initiatives à pouvoir aller de l'avant, parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. On l'a dit, on a fait un débat là-dessus. Le gouvernement ne peut pas tout faire, mais aider les ONG, aider les initiatives des promoteurs, des personnes de la société civile à pouvoir aussi se lancer, aider à, comme vous le faites d'ailleurs, former d'autres personnes pour pouvoir participer au développement du pays, de la nation. Il y a une question, Louis Kemayou tout à l'heure, depuis nos studios, disait que l'initiative du président Ali Bongo, qui consistait à interdire l'exportation des grumes, a apporté un peu d'aération à l'économie. Oui, est-ce que concrètement, vous sentez que la nouvelle politique apporte un nouvel appel, que les gens respirent mieux? En tout cas, beaucoup d'initiatives du président de la République, Ali Bongo, ont été saluées au niveau du Gabon, parce que là, c'est des innovations. C'est vrai que parfois mal perçues, mais aussi à un moment donné, on se dit c'est une bonne chose. Parce que lorsqu'on durcit parfois un peu, comme ça a été le cas au niveau du Gabon, on n'est pas habitué à l'entrepreneuriat. Hein? Aujourd'hui, on est obligé de se lancer parce qu'on se dit que la vie est devenue difficile. Moi, je pense que quelque part, il faut saluer aussi ce genre
d'initiatives qui vous amènent à aller de l'avant, à pouvoir travailler. Et je crois que c'est des initiatives à saluer. Je crois qu'au niveau du bois, ça avait été salué également. Et comme a dit Luc Kemayo tout à l'heure, je crois qu'il faut aider beaucoup à se lancer, à ce que les jeunes se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat, mais il faut aider, que le gouvernement aussi aide à pouvoir surtout lutter contre la concurrence, je crois, parce que pour réussir un peu l'entrepreneuriat, il faut qu'on vous donne aussi des possibilités, parce que quand il y a la concurrence, vous ne pouvez pas. La concurrence, oui, mais pas la concurrence déloyale. Non, pas déloyale, non, justement. Alors, Benedetti, vous étiez en train de parler de la formation chez vous. Mais maintenant, la formation pour la formation ou la formation pour un suivi? Est-ce que des gens qui sont formés en Afrique ou au Cameroun ou dans votre centre, je ne sais pas, ont un accès direct à l'emploi? Parce qu'on a vu au Cameroun des gens qui finissent un master, après, de peur de ne pas rester à la maison, entament une formation en mécanique, après, ça ne marche pas, après, c'est la soudure, on bégaye, on tâtonne, on perd le temps et on a 60 ans. Alors, est-ce que la formation est directe et est-ce que vous avez des partenaires pour l'emploi direct aussi après la formation? Alors, ça se voit que vous êtes vraiment revenu au Cameroun, monsieur Debussy. Parce que ça, c'est la préoccupation. C'est un tort. Parce que à partir du moment où vous formez des gens, comme elle le disait tout à l'heure, Marie-Colombe, vous les formez et ils sont prêts à l'emploi tout de suite. C'est-à-dire que là, par exemple, elle nous parlait d'une expérience où elle formait des dames pour teinter les tissus. Elles savent le faire. Quand vous formez les gens, vous ne les tenez plus. C'est comme un enfant. Quand vous apprenez un enfant à marcher, après il marche tout seul. Oui, mais après vous avez besoin de financement, d'un capital de départ pour commencer à teinter. Oui, mais attendez, moi j'ai été formée à l'AFPA. Aujourd'hui, je crée des entreprises. L'AFPA ne m'a jamais donné un capital pour créer une entreprise. Hein. Ou on est bien formé, ou on ne l'est pas. Quand vous êtes formé, vous avez une formation, soit vous trouvez un emploi, soit vous le créez vous-même. Pour avoir un ordinateur, vous avez eu de l'argent pour payer votre formation, vous pouvez acheter un ordinateur. Si vous êtes une secrétaire, par exemple, vous vous mettez en route, vous saisissez vos textes. Les gens, il faut qu'ils arrêtent d'attendre tout des autres. Ça, il faudrait sortir de ce carnaval-là. Quand on est fort, moi je pense qu'au Cameroun, on le fait, non? On ne le fait pas. De quoi? On se lance beaucoup à l'entrepreneuriat. Voilà Marie-Colombe. J'ai constaté qu'au Cameroun, ici, on fait un peu beaucoup de l'entrepreneuriat. Oui, mais les gens entreprennent. Les gens entreprennent, c'est pas le problème. Hein. Il n'y a qu'à voir, même ceux qui vendent des prunes au bord de la route. Bon, maintenant, c'est entreprendre pour entreprendre. Moi, je parle de la formation parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Je forme des gens, je forme une assistante de direction. Elle sort de là, elle est prête à l'emploi. Maintenant, si elle ne peut pas trouver un emploi parce qu'il n'y a pas d'emploi, elle peut créer son emploi toute seule. Mais puis, il faut savoir se vendre. Moi, je ne forme pas des gens pour les tenir derrière. Hein. Et non. Mais on revient. Mais Marie-Colombe parlait de ce charme camerounais qui consiste à se battre, à se débrouiller. Moi, j'ai constaté parce que j'ai été reçue par une jeune dame qui se bat beaucoup, Madame Norbertine. Eh bien, je l'ai connue au Gabon, mais je la découvre ici, chez elle, au Cameroun. C'est une femme entrepreneur qui a une petite structure où elle fait un peu de tout, il y a l'imprimerie, et ainsi de suite. Je crois que et pourtant, elle a dit qu'elle a eu le bac. Elle m'a dit qu'elle a eu son bac. Elle a fait biochimie, je crois. Mais elle fait autre chose que biochimie. Et je crois qu'au niveau du Cameroun, c'est un peu plus ça. Nous en avons beaucoup au niveau du Gabon, beaucoup de communautés camerounaises, mais qui font beaucoup de choses, qui ont il y a même des doctorats, mais qui sont obligés de faire autre chose. Il faut faire ce qui peut vous amener à avoir votre vie normalement. Je crois que c'est aussi qui rentre. Parce qu'elle gagne bien sa vie comme ça. Il y a un cursus scolaire et il y a la formation. Les dames, pour une fois que les dames veulent confisquer la parole, on ne va pas se priver. Mais avant cela, vous allez nous permettre de retrouver Christian Eboulé à Yaoundé et Mourlong, l'écrivain africain. Et avec cette question, vous pouvez dire votre mot. Hein. Est-ce que la formation chez nous est adéquate ou qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut retourner au village par déportation, il faut rentrer dans les champs. Mais est-ce que rentrer dans les champs avec la machette,
la roue comme nos arrière-grands-parents il y a 3 siècles ou il y a 100 ans. Quel est le saut technologique qui nous manque? Est-ce que ce n'est pas ça le déficit? La parole sur votre plateau, Martial. Hein. Nous les écoutions avec beaucoup d'attention. Mais pour répondre à votre question, j'aimerais d'abord apporter une petite nuance à ce que disait Bénédicte et même un peu Marie-Colombe. Je pense que nous ne sommes pas, quand je dis nous collectivement, nous les humains, nous les hommes, les femmes, nous ne sommes pas tous faits pour devenir des entrepreneurs. Ce sont des profils particuliers et si au Cameroun les gens se débrouillent, ce qui est une bonne chose, je dois dire qu'on ne construit pas le développement, si tant est que le développement soit une religion, ce n'est pas la mienne, hein, mais voilà, le développement c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui. Nous devons devenir un pays développé, d'où la politique d'émergence qui est menée par le gouvernement, en tout cas qui est prônée par le président de la République, Émergence 2035. Donc, si nous raisonnons, si nous parlons dans le cadre de ce développement à venir, ce développement dont l'horizon devrait pointer en 2035, nous ne pouvons pas considérer que les 20 millions, en tout cas les plus de 20 millions de Camerounais, pourraient demain ou après-demain se constituer tous en entrepreneurs. Ça, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui me permet de revenir à ce que disait Louis Kemayou tout à l'heure, qui est extrêmement important. Et ici même, dans cette émission, quand nous avons évoqué les questions d'émergence, nous avons souligné une chose. L'émergence peut très vite devenir un slogan. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de permettre, en tout cas, tel que les hommes politiques le conçoivent, tel que certains économistes le décrivent aujourd'hui, c'est une espèce de dynamique qui doit permettre à un pays d'aller vers le développement économique et social. Et pour ce qui concerne cette politique, il y a une chose qui est fondamentale, c'est la présence de l'État et un État fort. Et lui, comme Ayou soulignait tout à l'heure, l'importance, lorsque cet État est fort, par exemple, de la protection d'un certain nombre de secteurs de l'économie. Il a donné l'exemple du bois, mais on pourrait citer de nombreux autres secteurs et ajouter à cela le fait que depuis les indépendances, nos pays, les pays africains j'entends, et singulièrement le Cameroun, nos pays sont des pays exportateurs. Nous exportons des matières brutes. Alors, il faudrait, en tous les cas dans cette dynamique vers l'émergence, il est important que des industries soient créées ou alors, lorsque nous nouons des contrats, par exemple avec les Chinois, Louis Kemayou là aussi le rappelait, que nous puissions conclure des contrats qui, à minima, ne serait-ce qu'à minima, protègent l'employabilité d'une partie des populations locales. C'est normal, les Chinois le font chez eux. Pourquoi ne le ferions-nous pas chez nous? Ça n'est que le jeu normal de l'économie, du capitalisme, tel que nous le vivons aujourd'hui. Alors, moi je pense qu'il est important d'appliquer ces codes-là au Cameroun. Pourquoi est-ce que cela n'est pas fait, ou en tout cas suffisamment? La question reste pendante. Je remarque simplement que le président Paul Biya lui-même a dit que sur un certain nombre de dossiers, et cela en particulier, son gouvernement avait échoué et qu'il fallait qu'il se mette au travail, qu'il redouble d'efforts pour que la perspective de 2035 soit véritablement celle qui permettra aux Camerounais, aux Camerounaises, sinon de trouver un emploi, du moins de vivre dans un environnement qui soit porteur. Voilà, je vais laisser la parole à Mourounlong parce que nous devons permettre aux femmes de s'exprimer beaucoup plus longtemps. Il y a certainement beaucoup de filières de formation au Cameroun. Et il y a de bons formateurs. Mais les formations vous donnent généralement un capital de 30% d'intelligence pratique. Ça veut dire la capacité à restituer benoîtement ce qu'on vous a inoculé. Or, il y a un autre type d'intelligence qu'on appelle intelligence conceptuelle. Ceux qui n'ont rien vu de ce qu'ils vous racontent, de ce qu'ils ont créé, c'est les créateurs. Et c'est ceux-là qui sont en tête de proue, qui vont faire les entreprises et employer les suiveurs. Les suiveurs, c'est ceux qui ont l'intelligence pratique, ceux de la première école, ceux qui sortent des écoles où on vous donne 30%
de ce qu'on attend sur le marché de l'emploi. Alors, il faut des gens déterminés. Il faut des gens qui ont des idées. Vous comprenez un peu? Quand je parle de gens qui ont des idées, ça veut dire que quand vous êtes dans une salle de classe, pas forcément parce que vous êtes premier tout le temps. Vous pouvez être premier parce que vous avez beaucoup d'intelligence pratique. Quand on vous a bourré le crâne et qu'on a fait de vous un docteur en biochimie, il va bien falloir qu'on vous emploie. Ça veut dire que malgré toute votre intelligence pratique, si vous n'avez pas créé d'industrie, parce que vous ne pouvez pas, vous ne savez pas créer, vous savez répéter, restituer, vous êtes bon pour le chômage. Et puis il faut de tout pour créer un monde. Tout le monde ne peut pas être... suivre celui qui était 10e de la classe, mais qui a des concepts, qui sait échouer et se relever, qui sait avancer. Et il faut promouvoir les gens qui ont créé. Tout à fait. Il faut les promouvoir, il faut leur donner la parole pour qu'ils disent comment ils ont fait. Je crois que c'est aussi une méthode qui permettra de résoudre le problème de l'emploi. Un problème insoluble par ailleurs. Louis Kemayou, vous êtes à Paris. On va sortir de ce débat avec vous. C'est bien, vous avez lancé le débat, hein, le protectionnisme, encourager nos économies, mais pas avec les moyens d'avant-hier. Est-ce que l'effort technologique, est-ce que, comme disait Mourlon tout à l'heure, cette capacité à former les créateurs ou à encourager les génies, les créateurs, ne nous fait pas défaut? La conception, est-ce qu'on a, par exemple, dans nos pays, des écoles où on fabrique des voitures, où on apprend? Est-ce qu'on ne peut pas aller vers cette direction? Non, mais tout est possible. Le champ des possibles est toujours très large et tant qu'on ne l'a pas exploré, on ne peut pas en connaître les limites. Pour l'instant, nous en sommes à un stade où le champ des possibles est très restreint. On n'a pas commencé à l'explorer. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ce que je pourrais rajouter là-dessus, c'est que on nous a parlé pendant très longtemps de transfert de technologies qui partiraient du nord vers le sud. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas une opération du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on veut avoir des technologies ou qu'on veut les transférer que le récipiendaire les reçoit. Je crois qu'il est de plus en plus important pour nos pays de vivre au diapason de ce qui se fait à l'international ou au niveau de nos partenaires les plus courants. Regardez par exemple au niveau des Chinois. C'est un exemple qui nous parle à tous. Quand les Chinois passent commande pour acheter par exemple 100 avions auprès d'un constructeur, ils s'arrangent pour qu'une partie de ces avions-là soit fabriquée sur place en Chine. Ce qui permet à leurs techniciens d'apprendre à fabriquer eux-mêmes ou du moins à monter des pièces d'avions. Nous, on achète 100 avions, les 100 nous sont livrés et on passe à autre chose. Il ne reste plus maintenant qu'à faire la maintenance des avions qui ont été achetés. Et je pense que le bond technologique ne se fera pas de cette manière-là. Pour qu'on y arrive, il faut qu'on fasse confiance également à nos techniciens. Il faut qu'on fasse l'effort de s'aligner sur les normes internationales qui sont celles de dire on a besoin aujourd'hui, parce que c'est une urgence, pour avoir l'émergence en 2035 par exemple, on a l'obligation de construire un certain nombre d'usines pour fabriquer des voitures, un certain nombre d'usines pour les avions, un certain nombre d'usines simplement pour fabriquer des pièces et des outils dont on se sert au quotidien au Cameroun. Ne serait-ce que les clous, par exemple, que nous utilisons dans nos quincailleries, on devrait arriver quand même à les fabriquer sur place. Ce n'est pas sorcier, on a des enfants qui apprennent à faire ces choses-là dans nos collèges, dans nos universités. Il faudrait arriver à faire confiance à leur intelligence, à faire confiance à leur génie et leur donner le moyen justement de mettre tout ce qu'ils ont appris pendant toutes ces années d'école à profit pour que notre économie en tire tout le profit. On ne peut pas être dépendant, y compris de choses qu'on n'a pas besoin forcément d'acheter de l'extérieur. Et tout le drame, il est là. C'est que jusqu'à présent, nous considérons que le transfert de technologie se fera quand nos partenaires étrangers, qu'ils soient occidentaux, asiatiques ou sud-américains, auront décidé de nous le faire. Ils ne le feront jamais parce qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. C'est à nous de fixer les règles du jeu et de dire nous avons un projet pour l'Afrique, comme les Chinois en ont, comme les Français en ont, comme les Américains en ont, et que ce projet-là ne peut être exercé que si nos États se portent garants de ces ambitions qui sont légitimes.
qui sont celles de la jeunesse camerounaise, qui sont celles des jeunesses africaines de façon générale, mais qui ne vivront jamais tant qu'on n'aura pas pris conscience du fait qu'il est important de fixer ces règles et de les faire respecter par tous nos partenaires. Merci, Louis Kemayou à Paris. Alors, retour dans ce studio, on a presque tout dit sur l'entrepreneuriat. Et maintenant, il y avait quand même un aspect important, avant de faire le dernier tour de table. La technologie, il faudrait aussi qu'on la maîtrise. On a parlé de transfert de technologie. Il faut être vraiment naïf comme un Africain pour croire que l'autre va créer et vous donner la recette. Si vous ne la volez pas. C'est sûr, c'est sûr. Mais personnellement, je pense qu'il faudrait déjà pouvoir maîtriser la petite technologie, comme elle le disait tout à l'heure, Marie-Colombe. Savoir fabriquer le savon, c'est déjà ça, en attendant de maîtriser les grandes choses. Contentons-nous déjà des petites. Comme il parlait des clous tout à l'heure, c'est un exemple qui est assez latent. Il faut commencer. Il faut commencer par quelque part. Ah oui, parce que je crois que lorsqu'on sait déjà payer, avoir les matières premières, parce que pour fabriquer du savon, ces petites ont appris à avoir les matières premières. Déjà, elles se le procurent. Elles savent qu'il faut ça. Mais on dit savon de manière facile comme c'est banal, mais c'est chimique. Hein. C'est chimique, c'est de la glycémie, c'est de la soude cosmique, je ne sais pas. Mais c'est génial. C'est vraiment génial de voir ces jeunes filles aujourd'hui de pouvoir faire du savon alors qu'on l'achète souvent dans les supermarchés. On ne sait pas comment le faire, mais elles le savent. Elles peuvent livrer au supermarché ce savon qu'elles fabriquent, le savon liquide. Alors là, c'est une particularité. Je vous assure que quelque chose qu'il faut qu'on avance. Je crois qu'il n'y a pas de magie à cela. Non, aucune magie d'ailleurs. Pas de magie? Aucune. Tout s'apprend. Oui, tout s'apprend. À Yaoundé, pour revenir à vous, Christian Boulet, et pour conclure, et rejoindre Paris, on va conclure finalement en dernier lieu ici. Est-ce que le transfert de technologie, vous y croyez? Est-ce que ce n'est pas aussi de notre faute si le tissu économique est délabré finalement? On revient en fait, et Martial, vous êtes de ce point de vue extrêmement doué. Nous le savions déjà, mais on le découvre encore. Vous nous ramenez au début de l'émission dont la boucle est bouclée, puisque nous parlions en début d'émission, vous vous souvenez, du livre de Murunlong, Ceux qui sortent dans la nuit, que je présente à nouveau à nos téléspectateurs. Et dans ce livre, de quoi est-il question? Il l'a raconté. Il s'agit, entre autres, d'un héros qui va retourner vers le monde de ses ancêtres à travers le patrimoine spirituel qui est le nôtre pour ramener les éléments qui vont permettre à ceux qui vivent aujourd'hui au XXIe siècle, n'est-ce pas, d'impulser le développement économique, technologique de l'Afrique. Et donc, ce que je voudrais dire en parlant de ce livre, c'est que là aussi, Louis Kemayou parlait de la jeunesse sur laquelle on peut s'appuyer pour impulser un développement technologique dans nos pays. Il ne faudrait pas oublier le patrimoine qui est le nôtre, ce patrimoine ancestral, traditionnel, spirituel, dans lequel nous pourrions aller puiser les éléments de connaissance qui vont permettre demain, non plus de faire ce que les dragons d'Asie ont fait pour revenir à la question de l'émergence et des pays en voie de développement, non pas de faire ce que le Japon a fait, mais de créer une dynamique qui serait propre aux pays africains et qui serait fondée sur ce que nous sommes, à savoir des Africains qui ont un patrimoine ancestral riche qui pourrait nous permettre demain de découvrir des technologies nouvelles, qui pourraient nous permettre demain d'exploiter nous-mêmes ici les matières premières futures que nous allons découvrir dans notre sous-sol, etc., etc. Donc, cette question de la technologie et du développement pourrait trouver une partie de ces clés et des clés importantes dans notre héritage, dans notre patrimoine. Il suffit de s'y pencher et de s'y pencher sérieusement. Et je passe la parole à Murunlong sur la même question.
je la prends au vol. Le seul transfert de technologie auquel je crois est celui qui nous vient de nos ancêtres, du tréfonds même des âges. Et il nous appartient de faire ce voyage-là, de faire cette téléportation. Il y a quelques éléments qui restent, qui sont vivaces, qui sont dans nos villages. Et il y a les ressources humaines pour cela. Tant que nous aurons honte de nos propres coutumes, c'est l'impasse. Je vous dis, la Chine, d'abord, je ne vous le dis pas, vous l'avez appris, la Chine a été plus violemment colonisée que l'Afrique. Elle a été colonisée, entre autres, par l'Angleterre, le Japon, et patati patata. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés, ils ont érigé leur culture en bouclier. Et tout ce qu'on leur a raconté jusqu'à aujourd'hui, droits de l'homme, machin, machin, ils ne croient qu'en leur culture et ce n'est pas pour rien qu'ils sont là où ils sont. Nous, on a tout jeté aux orties, on a formaté les systèmes, ce que nous avions, on nous a installé d'autres systèmes là. Et les maintenanciers, quand vous parlez de transfert de technologie, c'est que nos systèmes ne sont plus les nôtres, on attend des maintenanciers. Alors on va continuer, c'est l'impasse. Et je reprends quelques secondes la parole à Moronlong avant de vous la remettre à Douala Martial, si vous permettez, et puis à Paris avec Louis Kemayou, juste pour dire une chose. Oui, je voudrais juste rajouter une chose, si vous permettez. Il ne s'agit pas d'une vision béate de l'Afrique et de nos traditions. Il ne s'agit pas ici de faire une sorte d'éloge du passé en disant qu'avant c'était nécessairement mieux. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de dire que nous avons un patrimoine qui très souvent est ignoré, voire a été simplement oublié parce que les siècles de traite négrière, de colonisation, de néocolonialisme même sont passés par là et qu'en allant exhumer ces traditions, nous pourrions aujourd'hui faire face aux réalités actuelles. Voilà, c'est ce dont il s'agit. Louis Kemayou à Paris, on va se quitter. Et merci d'avoir participé. Louis, pour sortir en 30 secondes, quelle est votre dernière lecture sur cette question de technologie, de formation et d'auto-emploi et de diaspora finalement pour sortir en résumé? Non, mais je crois que ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'avoir une identité. C'est le socle sur lequel on bâtit tout le reste. S'il n'y a pas le socle, ça n'existe pas. C'est comme une fondation pour la maison. Si vous n'avez pas de fondation, vous ne faites pas de maison. Et quand bien même vous feriez une maison, elle ne tiendrait pas longtemps parce qu'elle n'aurait pas de base solide. Donc ça, c'est un préalable indispensable. Celui d'avoir recours à notre identité, à notre passé, à notre patrimoine historique et patrimoine ancestral simplement. Mais à côté de ça, on ne peut pas faire fi du fait que la technologie aujourd'hui, c'est ce qui permet de tenir la concurrence à l'extérieur. C'est un modèle qui est peut-être pour l'instant bon simplement pour les dragons d'Asie, mais le copier ne serait pas une mauvaise idée pour nous, pour nos pays et pour notre continent. De l'autre côté, je pense qu'il est aussi important pour l'Afrique de savoir par moments mutualiser en termes de formation, en termes d'exportation même, pourquoi pas. Quand vous arrivez au Cameroun, que vous avez une agriculture florissante, comme c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on devrait construire une école d'agriculture au Cameroun, en construire une autre au Gabon et ainsi de suite? On pourrait avoir des pôles d'excellence sur le continent qui permettent, par exemple, de former les citoyens africains de façon générale dans des domaines bien particuliers sur lesquels on n'est pas obligé d'investir 3, 4, voire 5 fois de l'argent que nous n'avons pas, alors qu'on est capable de mettre cet argent-là de façon plus utile dans une université qui sera un pôle d'excellence continentale et puis après faire venir les ressortissants des différents pays dans ces écoles-là. On l'a déjà vu avec ce qu'était les STIC à un certain moment où on formait des journalistes camerounais certes, mais également des journalistes de nombreux pays francophones qui venaient au Cameroun à la fois pour la formation initiale et pour la formation continue. C'est une partie de la réponse. L'autre réponse, de mon point de vue, consiste à dire que quand on est dans des secteurs de production et de commerce comme celui du cacao, du café, de l'EVA et autres,
tous les pays ne sont pas obligés de s'aligner sur ces productions-là. Si le Cameroun vend du cacao ou qu'il est premier producteur mondial, il n'y a pas besoin d'avoir le Ghana, la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui font la même chose. Donc, je crois qu'il est important de savoir rationaliser les efforts pour ne pas se retrouver dans des situations de concurrence qui tirent tout le monde vers le bas. C'est la première chose. La deuxième, c'est de dire que l'Union africaine a lancé une idée qui était très importante, qui était celle de dire la diaspora est la 6e région du continent africain. Une fois qu'on a dit ça, il faut se donner les moyens de rendre cette diaspora vivante, visible et surtout compétitive. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on restera au stade de la théorie et on restera surtout au stade du sous-développement dont personne ne veut. Donc je crois qu'en réalité, ce qui nous attend aujourd'hui, c'est du pragmatisme au niveau de l'État et c'est l'investissement, la confiance en nous-mêmes qui fera que travailler avec le Nigeria, qui est le premier partenaire économique du Cameroun, ne soit pas quelque chose de désuet. Ce n'est pas plus important de travailler avec la France, qui est peut-être 3e opérateur économique au Cameroun, que de le faire avec le Nigeria. Donc ces barrières-là, on devrait apprendre à les détruire progressivement, nous faire confiance à nous-mêmes. L'Afrique commerce très peu avec elle-même. Elle ne commerce aujourd'hui de façon massive qu'avec l'extérieur. C'est à peine 10% aujourd'hui de notre commerce qui est basé sur l'intra-africain. C'est trop peu pour pouvoir être indépendant. Tant qu'on dépend de l'extérieur, on est contraint de subir les lois de l'extérieur. Et on doit également, et je pense que ça, je ne suis pas en train d'inventer une théorie, mais la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. On ne peut pas estimer aujourd'hui que l'Afrique va se développer par le biais de l'aide publique au développement. L'Afrique a aujourd'hui les intellectuels pour pouvoir la développer. L'Afrique a la capacité commerciale de vendre et de vivre de ce qu'elle vend. On doit imposer nos prix. L'OPEP l'a fait pour le pétrole. L'Afrique doit le faire pour tous ses produits. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce risque-là, c'est cette fierté-là qu'on doit avoir sur la scène internationale pour les Africains. Merci. Louis Kemayou à Paris et on se retrouve samedi prochain. Alors, Madame Benedetti, vous êtes là, votre centre de formation, c'est BBC. C'est à Yaoundé, c'est ça? À Yaoundé, juste après les brasseries, en face de Dissamba. Ok. Au carrefour des Carons. Des Camerounais pourront se former par votre Oui, entremise. bien sûr. Les places sont strictement limitées parce que nous ne faisons pas promotion, nous ne prenons pas plus de 20 personnes. Ok. Parce que voilà, nous tenons sur la qualité de la formation. Merci, madame, d'avoir accepté l'invitation à Canal 2. C'est peut-être la première fois. C'est aussi ça, la politique. Alors, Marie-Colombe, vous rentrez au Gabon, à Libreville, avec de bons souvenirs du Cameroun. Merci d'être passé. Et c'est partagé. Hein. Nous sommes un pays frères, amis, et nous sommes finalement de la même culture. J'allais dire que vous êtes une partie de nous et inversement. Et merci d'avoir été là. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Un grand merci parce que je me sens mieux je suis dans mon assiette ici. Je crois que je ne suis pas perdue et je crois que le Gabon nous suit en ce moment également et que Mbolo Gabon, hein, je crois qu'il fallait quand même vous viendrez, Mbolo Gabon vous recevra, on vous reverra également à Mbolo Gabon pour tenir un même débat, un débat de société, un débat pour parler de tous les problèmes de société. Je crois que vous connaissez nos débats. Mais bien sûr, et voilà, bien donc sûr. vous viendrez et vous participerez donc à un débat comme ça. Merci encore, le plaisir sera pour moi de revenir, pourquoi pas bientôt également. 90 minutes politiques cette semaine, c'est terminé, avec un fort ancrage sur les problèmes sociétaux. On va dire merci évidemment à Marie-Colombe Godjou, journaliste, hein, artiste gospel, écrivain initiative du festival Festidam à Libreville, au Gabon, de Gabon Télévision également. Et c'est un plaisir de l'avoir reçu dans cette émission. Merci à vous, Bénédicte Benedetti. Vous êtes initiatrice d'un pôle de formation BBC au Cameroun pour essayer d'apporter de l'emploi direct. Merci à vous, Christian Boulet à Yaoundé, dans nos studios. Christian Boulet de TV5 Monde, qui est depuis quelque temps, depuis son séjour au Cameroun, notre consultant premium. Et puis merci aussi pour la découverte. Mourlong, ceux qui sortent la nuit, un ouvrage qu'on vous conseille vivement. C'est un génie africain qui nous a dit de bonnes choses. Il faut savoir créer sa route à la recherche de l'or et non emprunter celle des autres. Merci à lui, Kemayou à Paris, à Lambert Leila. Merci, salut, on se retrouve samedi prochain. Et bonne suite de programmes sur Canal 2 International. Entre-temps, vous le savez, l'Afrique ne pourra se développer que si vous vous sentez fort et développé, et pas les autres.